Les forces talibanes et pakistanaises ont échangé des tirs à la frontière afghane, les responsables talibans affirmant que leurs forces ont capturé 3 avant-postes militaires pakistanais. L'Afghanistan déclare avoir tué des dizaines de soldats pakistanais lors d'opérations nocturnes à la frontière. Il s'agit désormais de la plus grande menace terroriste à laquelle le Pakistan a été confronté depuis plus d'une décennie. La guerre entre les talibans et le Pakistan a commencé et en quelques heures, les talibans ont revendiqué la mort de plus de 58 soldats pakistanais et la prise de contrôle de près de 25 postes frontaliers stratégiques. Selon les talibans, il s'agit d'une réponse aux frappes aériennes pakistanaises dans la capitale Kaboul. Ce qui a débuté comme une escarmouche frontalière menace maintenant de dégénérer en une guerre totale, les deux parties cherchant à s'anéantir mutuellement. Les puissances internationales suivent la situation de près, car des milliers de véhicules blindés de mitrailleuses et de stocks de munitions fabriqués aux États-Unis ont été abandonnés en Afghanistan en 2021. Ces armes létales sont désormais l'arsenal des talibans. Pendant ce temps, le Pakistan combat avec des armes de fabrication chinoise récemment acquises. Un autre point d'attention majeur était le pacte de défense entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, signé il y a quelques semaines. Selon cet accord, les deux nations se sont engagées à assurer une sécurité collective, ce qui signifie qu'une attaque contre l'une est considérée comme une attaque contre les deux. L'Arabie saoudite a explicitement promis de défendre le Pakistan contre les menaces extérieures, comme celle à laquelle il est confronté actuellement. Cela signifie que ce conflit pourrait déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient, alors même que les Hamas et Israël viennent de signer un cessez-le-feu. Tout a commencé le 11 octobre. Les combattants talibans ont déclenché une tempête de tirs à travers la ligne de démarcation, prenant par surprise des milliers de soldats pakistanais. Des fuites audio non vérifiées ont suggéré que beaucoup ont abandonné leur poste presque immédiatement, tandis que certains n'ont même pas eu l'occasion de riposter et ont été ensevelis sous les décombres de leurs propres avant-postes. En effet, l'Afghanistan et le Pakistan partagent une immense frontière de 1,622 miles connue sous le nom de ligne Durand, une frontière de l'époque coloniale reconnue internationalement, mais jamais pleinement acceptée par l'Afghanistan. Tous les quelques mois, des combattants traversent et retraversent cette frontière. Les balles fusent, puis les tensions finissent par s'apaiser. Mais pas cette fois. Juste avant minuit, les combattants talibans ont pénétré au Pakistan dans au moins 7 régions différentes s'étendant des collines de la province de Helmand, au sud jusqu'aux chaînes montagneuses escarpées de Kunar et Nangarhar à l'est. Pour l'instant, le Pakistan n'a pas activé son pacte avec l'Arabie saoudite. Les Saoudiens n'ont émis que des déclarations prudentes appelant au calme, exhortant les deux parties à réduire les tensions et à privilégier le dialogue. Dans l'immédiat, ni les talibans ni le Pakistan n'admettent comment ce conflit a véritablement commencé. Car franchement, ils se livrent à des allers-retours de ce type depuis des années. 72 heures avant cet affrontement, des explosions ont secoué la capitale afghane, Kaboul. Des témoins ont rapporté des frappes aériennes soudaines et intenses du Pakistan sur plusieurs sites, dont la place Abdul Haq. D'autres provinces afghanes comme Khost, Jalalabad et Paktika ont également été visées par des frappes similaires. En quelques heures, le gouvernement taliban accusait déjà le Pakistan de violer la souveraineté afghane. Selon des sources afghanes, ces frappes aériennes visaient spécifiquement Nur Wali Massoud, un haut dirigeant du Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP, communément appelé les talibans pakistanais. Le TTP est un groupe militant extrémiste, principalement basé en Afghanistan, mais qui mène activement des attaques à travers la frontière au Pakistan. Depuis le retrait des États-Unis d'Afghanistan en 2021 permettant aux talibans afghans de reprendre le pouvoir, les responsables pakistanais espéraient secrètement que ce changement stabiliserait enfin leurs frontières ouest troublées. Certains pensaient même que les talibans afghans partageant des liens religieux pourraient aider le Pakistan en réprimant les combattants du TTP. Mais c'est l'exact opposé qui s'est produit. Les talibans pakistanais sont devenus plus forts, plus audacieux et représentent une menace plus grande que jamais. Après 2021, des centaines de combattants du TTP qui se cachaient ou étaient inactifs ont soudainement afflué dans la ceinture tribale du Pakistan. Beaucoup de ces militants avaient passé près d'une décennie à se réfugier en Afghanistan depuis que l'armée pakistanaise les avait chassés par de lourdes offensives militaires en 2014. Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente. En effet, une évaluation des Nations unies a explicitement constaté que le TTP
reçoit un soutien logistique et opérationnel substantiel des autorités de facto en Afghanistan, ce qui est une manière diplomatique de dire que le gouvernement taliban soutient activement le TTP. Ainsi, les talibans offrant des refuges aux terroristes attaquant le Pakistan sont devenus un énorme casse-tête pour le Pakistan, qui, ironiquement, avait lui-même longtemps offert des refuges à des terroristes comme Osama Ben Laden. Et comble de l'ironie, le Pakistan avait autrefois formé et soutenu les talibans, et cette formation leur cause maintenant des migraines. Tout au long de 2022, le gouvernement pakistanais, d'abord sous le premier ministre Imran Khan, puis sous Shahbaz Sharif, a désespérément tenté de négocier avec le TTP. Les talibans afghans ont même joué les médiateurs lors de pourparlers tenus à Kaboul, mais ces négociations n'ont abouti à rien. Certes, un cessez-le-feu a été convenu au début de 2022, mais il s'est avéré symbolique au mieux, et les attaques ont continué comme d'habitude. Du point de vue du TTP, le Pakistan n'a pas tenu ses promesses comme la libération de militants emprisonnés ou le retrait de ses forces des régions tribales. De son côté, le Pakistan a accusé le TTP d'abuser du cessez-le-feu pour se regrouper, se réarmer et déstabiliser davantage les zones frontalières. D'un côté, les combattantes du TTP ont ciblé sans relâche les convois militaires pakistanais, les avant-postes de sécurité et même les civils en bombardant des marchés, des mosquées et des arrêts de bus. Les forces pakistanaises, quant à elles, ont lancé des opérations agressives pour les contrer. Finalement, en novembre 2022, le TTP a brusquement mis fin au cessez-le-feu et a appelé ses militants à lancer des attaques partout où ils le pouvaient à travers le Pakistan. Quelques jours plus tard, un kamikaze du TTP a attaqué une patrouille de police à Baloutchistan, tuant 4 officiers et en blessant 26 autres. Le mois suivant, des hommes armés du TTP ont tendu une embuscade à des policiers dans le nord-ouest du Pakistan, tuant 6 policiers à Lakimarwat. Puis, juste avant la nouvelle année, un autre kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée bondée au siège de la police à Peshawar, tuant environ 100 personnes, principalement des policiers. C'était l'une des attaques terroristes les plus meurtrières au Pakistan depuis des années, et elle s'est produite dans l'une des zones les plus sécurisées du pays, montrant à quel point les militants s'étaient infiltrés dans les réseaux locaux. Des attaques aussi sophistiquées ne se produisent pas sans un soutien local significatif. En 2024, le Pakistan est connu l'une des années les plus meurtrières depuis plus d'une décennie. Même en mettant de côté son conflit avec l'Inde, le Pakistan a subi plus de 2500 victimes de violences militantes en 2024, avec des soldats, des policiers et des civils régulièrement ciblés par des attentats à la bombe, des embuscades et des attaques suicides principalement concentrées dans les provinces frontalières adjacentes à l'Afghanistan. En représailles, le Pakistan a effectué plusieurs frappes aériennes ciblant les combattants du TTP et des talibans à l'intérieur de l'Afghanistan. L'une des premières et des plus controversées a eu lieu en avril 2022, à peine 8 mois après que les talibans ont repris le contrôle de Kaboul. Sur la base de renseignements indiquant que des militants du TTP se cachaient dans l'est de l'Afghanistan, des jets pakistanais ont effectué des raids de bombardement avant l'aube dans les provinces de Khost et Kunar. Ces frappes aériennes étaient destinées à cibler des caches terroristes, mais elles ont mal tourné. Les bombes ont rasé des maisons dans plusieurs villages frontaliers, tuant au moins 41 civils, principalement des femmes et des enfants. Ces attaques ont suscité une indignation généralisée parmi les Afghans. Les talibans, un corps nouveau au pouvoir et avides de légitimité internationale, ont condamné les frappes pakistanaises comme des violations flagrantes de la souveraineté afghane et un mépris pour les vies afghanes innocentes. Islamabad, cependant, est montré peu de remords. L'ancien ministère pakistanais a publié une déclaration ferme, non pas pour s'excuser des morts civiles, mais pour exiger que les talibans empêchent le TTP et d'autres terroristes d'utiliser le territoire afghan pour lancer des attaques contre le Pakistan. À partir de là, la situation n'a fait qu'empirer. Au cours de l'année et demie suivante, cette violence tit for tat s'est intensifiée presque chaque mois. Fin 2022 et 2023, les frappes aériennes pakistanaises à l'intérieur du territoire afghan sont devenues de plus en plus fréquentes, tandis que la partie afghane a répondu par des combats armés, des embuscades et des attentats qui sont devenus presque quotidiens le long de la frontière. Mais les racines de cette haine entre le Pakistan et les talibans sont bien plus profondes que les récentes frappes aériennes. Pour comprendre pleinement pourquoi ils sont à couteau tiré aujourd'hui, il faut remonter à 2001 lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan
après les attentats du 11 septembre, dans le but de démanteler Al-Qaïda et de renverser le régime taliban qui avait abrité Oussama Ben Laden. Dans les années 1990, le Pakistan avait été l'un des plus grands soutiens des talibans, non pas nécessairement parce qu'ils partageaient leur idéologie extrémiste, mais parce qu'ils voyaient les talibans comme stratégiquement précieux. Un Afghanistan contrôlé par les talibans signifiait une influence pakistanaise significative sur son voisin. Mais le 11 septembre a tout changé. Soudainement, sous une intense pression américaine, le Pakistan a dû faire un choix. Et de manière prévisible, Islamabad a changé de camp du jour au lendemain. Le Pakistan a abandonné les talibans, ouvrant son territoire aux routes d'approvisionnement de l'OTAN, autorisant les frappes de drones américains contre les militants sur le sol pakistanais et fournissant des renseignements cruciaux aux Américains. Pratiquement du jour au lendemain, le Pakistan est passé d'allié clé des talibans à collaborer activement à leur chasse. Mais cette trahison a eu des conséquences non pas de la part des talibans ou de l'Afghanistan, mais de ses propres citoyens pakistanais. Pour beaucoup dans les communautés tribales et conservatrices du Pakistan, la coopération du gouvernement avec les États-Unis était perçue comme une trahison des musulmans. Bientôt, les sentiments anti-américains ont explosé. Les idées radicales se sont rapidement répandues et les groupes militants se sont multipliés, capitalisant sur la colère généralisée contre le gouvernement pakistanais. Parmi les nouveaux groupes apparus, le Tehrik-i-Taliban, Pakistan TTP, est rapidement devenu le plus dangereux. Formé à la fin de 2007, le TTP a déclaré la guerre au gouvernement et à l'armée pakistanaise, les accusant de s'être rangés du côté des Américains et d'avoir trahi les intérêts islamiques. Initialement basé dans la ceinture tribale du Pakistan, en particulier dans le nord et le sud, le TTP a rapidement recruté des milliers de combattants attirant de jeunes hommes en colère contre la trahison perçue de leur gouvernement. De 2008 à 2014, le Pakistan a traversé certaines des périodes les plus sombres de son histoire. Le TTP a lancé des campagnes terroristes incessantes, attaquant systématiquement des écoles, des marchés, des mosquées et des installations militaires à travers le pays. Le jour le plus sombre est survenu en décembre 2014, lorsque des combattants du TTP ont pris d'assaut une école gérée par l'armée à Peshawar, massacrant plus de 140 élèves et enseignants. Cet événement horrible a poussé le Pakistan à lancer l'opération Zarb et Azb, une offensive militaire massive visant à détruire les bastions du TTP près de la frontière afghane. Bien que l'offensive ait réussi à démanteler les réseaux militants locaux et à éliminer des centaines de combattants, de nombreux insurgés du TTP ont simplement fui de l'autre côté de la frontière en Afghanistan. Une fois là-bas, ils ont trouvé refuge dans des régions montagneuses reculées, souvent protégées par des factions talibanes afghanes sympathiques à leur cause. Lorsque les talibans afghans ont repris le pouvoir à Kaboul en août 2021, tout a changé à nouveau. Les dirigeants talibans n'avaient pas oublié les actions du Pakistan après le 11 septembre. Ainsi, en guise de revanche, ils se sont tournés vers un différend territorial de longue date, connu sous le nom de ligne Durand, une frontière coloniale dessinée par les Britanniques au 19e siècle, une frontière que l'Afghanistan, y compris les talibans, n'a jamais officiellement reconnue. Pendant des décennies, cette question frontalière était restée quelque peu en sommeil éclipsée par d'autres conflits régionaux. Mais les talibans avaient besoin d'une excuse convaincante pour intensifier leur hostilité envers le Pakistan et la ligne Durand offrait exactement cela. Pour aggraver les choses au milieu des années 2010, le Pakistan a commencé à clôturer toute la longueur de la frontière pour restreindre les mouvements rouvrant de vieilles blessures de manière très publique et douloureuse. Pour les talibans, cette clôture était une insulte, une cicatrice physique divisant illégitimement les terres tribales pashtunes. Presque immédiatement, après avoir repris le pouvoir en 2021, les combattants talibans ont commencé à confronter les troupes pakistanaises installant la clôture. Ils ont démoli des sections et même saisi des rouleaux de fils barbelés, défiant ouvertement l'autorité pakistanaise. Parfois, les tensions ont dégénéré en affrontements directs, y compris des échanges de tirs d'artillerie et de mortiers. Pour l'armée pakistanaise qui considère fermement la ligne Durand comme une frontière internationalement reconnue, la défiance agressive des talibans est devenue une énorme menace pour la sécurité. Maintenant, avançons jusqu'en 2025. Le Pakistan et l'Afghanistan déploient des milliers de troupes le long de cette même ligne Durand, renforçant leur position et se préparant à une escalade supplémentaire.
Le premier ministre pakistanais a condamné à plusieurs reprises et averti les talibans. Mais les talibans savent qu'au Pakistan, les premiers ministres ou les politiciens n'ont pas le véritable pouvoir. C'est l'armée qui décide. Quelques mois plus tôt, en juin 2025, le président américain Donald Trump a fait un geste extraordinaire qui a montré la domination de l'armée pakistanaise. Trump a accueilli le général Munir seul pour une réunion privée à la Maison-Blanche, la première fois qu'un président américain rencontre le chef de l'armée pakistanaise sans la présence de dirigeants civils pakistanais, ce qui est presque inédit en diplomatie. Qu'il s'agisse de politique économique, d'accords commerciaux ou de gestion des insurrections et des menaces comme les talibans, c'est l'armée pakistanaise qui a ultimement le contrôle. C'est pourquoi le 9 octobre, à environ 21h50, le Pakistan a effectué une frappe aérienne ciblée à Kaboul visant directement Noor Wali Massoud, le célèbre leader du TTP. Les services de renseignement pakistanais pensaient avoir une opportunité unique d'éliminer Massoud alors qu'il voyageait en véhicule à Kaboul. Les détails de ce qui s'est passé ensuite restent flous. Des sources afghanes et des journalistes locaux ont affirmé que la frappe était précise et létale, tuant peut-être Massoud, ainsi que d'autres commandants seniors du TTP. Cependant, le TTP a immédiatement nié la mort de Massoud, publiant un message audio pour prouver qu'il avait survécu. En quelques heures, le ministère de la Défense taliban a officiellement accusé le Pakistan d'avoir effectué la frappe aérienne jetant les bases d'une contre-attaque. Et c'est précisément ce que nous avons vu se produire. L'assaut du 11 octobre était leur représailles directe, sous la direction du porte-parole du ministère de la Défense taliban, le même responsable qui avait autrefois fièrement stoppé la construction de la clôture frontalière. Les talibans afghans ont décidé d'envoyer un message dans le langage que le Pakistan comprend la force. Tard dans la nuit du 11 octobre, les unités talibanes ont ouvert le feu sur les avant-postes frontaliers pakistanais dans au moins 7 endroits différents. Initialement, les autorités pakistanaises sont restées silencieuses sur leurs pertes. Mais après que des sources liées aux talibans ont commencé à se vanter en ligne de dizaines de victimes pakistanaises à Islamabad, s'est empressé non pas de gagner le combat, mais de contrôler le récit sur les réseaux sociaux. Même les talibans n'ont pas encore divulgué leurs propres pertes. Ce qui est clair cependant, c'est que les deux parties ont subi de lourdes pertes, en grande partie en raison de l'élément de surprise des talibans. Réalistiquement parlant, malgré leur discours belliqueux, les talibans afghans n'ont pas la capacité de mener une guerre conventionnelle prolongée contre l'armée pakistanaise bien équipée. Et le Pakistan sait parfaitement que pousser les talibans trop loin risque de faire s'effondrer toute coopération et de déstabiliser davantage sa frontière ouest. Au cœur du conflit, le refuge des militantes du TTP par les talibans, les frappes aériennes transfrontalières du Pakistan et le différend historique sur la ligne du rang restent irrésolus et hautement explosifs. Cela signifie que toute désescalade à ce stade ne serait probablement que temporaire, une pause plutôt qu'une paix véritable. Que ce conflit se transforme bientôt en une guerre totale reste incertain. Mais une chose est sûre, la Chine risque de perdre quel que soit le dénouement. Le Pakistan est depuis longtemps l'allié régional le plus fort de la Chine, étroitement lié par des décennies de partenariats stratégiques, de soutien diplomatique et de milliards de dollars d'investissements économiques. Mais pour la Chine, les talibans sont également un allié potentiel à l'avenir. L'Afghanistan abrite d'immenses réserves de minéraux précieux, notamment du lithium, du cuivre et des terres rares, exactement les matériaux dont la Chine a désespérément besoin pour fabriquer des smartphones, des voitures électriques et des technologies avancées qu'elle exporte dans le monde entier. Depuis que les talibans ont repris Kaboul, la Chine a régulièrement renforcé ses liens avec eux, fournissant une aide financière, des investissements et un soutien diplomatique. En échange, la Chine s'attend à des garanties de sécurité et un accès privilégié aux richesses minérales de l'Afghanistan. Des entreprises chinoises soutenues par leur gouvernement ont déjà commencé à explorer des opérations commerciales à travers l'Afghanistan, espérant sécuriser le contrôle des ressources cruciales pour l'avenir économique de la Chine et sa rivalité technologique avec les États-Unis. Cela place la Chine dans une situation inconfortable entre deux amitiés. Si Pékin soutient ouvertement le Pakistan, il risque de compromettre sa relation naissante avec les talibans et de perdre l'accès aux précieuses ressources afghanes. D'un autre côté, si la Chine soutient ouvertement les talibans, cela signifierait trahir le Pakistan, un allié de confiance, où la Chine a investi des dizaines de milliards de dollars. Pour la Chine, c'est une situation perdant-perdant et elle le sait.
perdant et elle le sait, perdant et elle le sait.